Hamzat Boukari Yabara. Hamzat Boukari Yabara est historien. Il est notamment l'auteur de Nigeria en 2013, de Mali en 2014 et de Walter Rodney. Alors, je ne vois pas l'année, mais... Apparaître, c'est pas encore sorti, donc c'est les fragments d'une histoire de la révolution africaine, à présence africaine, apparaître. À vous, la parole. Merci, donc bonsoir à tous. Je remercie les organisateurs pour cette invitation à la Semaine panafricaine, qui est un événement qui me ravit, qui me remplit de plaisir, parce que je constate que le panafricanisme est en train de revenir d'une certaine manière au devant de la scène, et je crois que c'est très important, parce que cette histoire du panafricanisme, cette histoire notamment que j'ai écrite dans mon ouvrage Africa Unite, c'est une histoire que bien évidemment je n'ai pas appris à l'école, donc là aussi c'est très important. J'ai écrit une histoire que je n'ai pas appris, donc ça nous place devant aujourd'hui la nécessité d'aller chercher notre histoire, de construire notre savoir et de lier notre savoir à des formes de rencontres, d'échanges, d'organisations comme celle qui a lieu actuellement à Nantes. Alors, le panafricanisme et les questions de renaissance et d'éducation, ce sont des thèmes qui sont fondamentalement importants, dont la première approche, je pense, doit être une approche, on va dire, propédeutique, c'est-à-dire comprendre l'histoire du panafricanisme. C'est pour cela que j'ai décidé d'écrire cet ouvrage. En fait, je voulais écrire un ouvrage que j'aurais aimé moi-même lire, parce que je m'étais rendu compte que très peu de personnes finalement avaient écrit sur le thème du panafricanisme. Et il me semblait important d'en donner déjà une synthèse qui soit un point de départ, notamment à l'attention de la jeunesse pour étudier un peu ce concept. Alors bien évidemment, je n'ai pas tout mis dans le livre parce qu'il fallait d'une part vulgariser et d'autre part il fallait rester dans un certain volume éditorial. Donc il y a beaucoup d'éléments qui seront développés, je l'espère, dans d'autres ouvrages. Néanmoins, s'il y a trois choses à retenir, je pense que ce sont premièrement l'idée que le panafricanisme est une histoire vagabonde. Donc ça, j'y reviendrai, c'est le premier titre du sous-chapitre du livre. Que c'est un mouvement de libération, deuxièmement, et troisièmement, qu'il s'agit donc d'un impératif stratégique. Alors, sur la question de l'histoire vagabonde, je crois que c'est aussi très important parce que nous sommes tous réunis ici, nous avons tous des liens avec le continent africain, que cela soit des liens directs ou des liens indirects. Et la question qui se pose dans ce récit d'une histoire vagabonde, c'est de savoir où est l'Afrique aujourd'hui. Est-ce qu'elle est uniquement sur le continent? Est-ce qu'elle est en dehors du continent? Est-ce qu'elle est nulle part? Est-ce qu'elle est quelque part? En tout cas, on voit qu'elle est dans l'actualité, mais on a l'impression qu'elle n'est pas là. Donc, elle n'est pas là parce qu'il n'y a pas de voix donnée nécessairement à l'Afrique en tant que telle. Donc ça, c'était déjà une première interrogation. Où est l'Afrique? D'où parle-t-elle? Que peut-elle dire? Qui est autorisé à parler au nom de l'Afrique? Et qu'est-ce que l'Afrique? Donc c'était toute la réflexion de départ, la réflexion anthropologique, qui est aussi une réflexion personnelle, parce que nous avons tous une histoire personnelle. La mienne fait que je suis né à Cotonou, que ma mère est martiniquaise, donc je suis passé un peu au-dessus de ces histoires des Africains qui auraient vendu leurs frères, etc., puisque mon père est africain, ma mère est antillaise, et je ne conçois pas du tout l'idée que les ancêtres de mon père aient vendu les ancêtres de ma mère. Donc l'idée du panafricanisme, c'est une idée de réconciliation, et c'est aussi une idée de cordon ombilical. Je suis né à Cotonou, mon cordon ombilical est enterré à Cotonou, mes racines sont là-bas. Néanmoins, de par l'histoire, il y a toute une partie de l'Afrique, de nombreux, des millions d'Africains qui ont été déportés dans les Amériques et ailleurs, en dehors du continent, et qui ont perdu ce cordon ombilical pendant plusieurs siècles. Et l'histoire du panafricanisme, c'est l'histoire de la récupération de ce cordon ombilical, c'est l'histoire de la réparation et du rapatriement, reparation and repatriation, donc c'est l'idée de retourner dans le chemin des ancêtres, le retour à la patrie, donc le retour à la terre-mère, c'est ça qui est dans l'idée de rapatriement et de réparation, et de réconciliation. Donc le panafricanisme, à travers cette dimension de déplacement, d'interrogation sur les lieux où nous sommes, sur les lieux où nous construisons notre vie, c'est cette réflexion par rapport au cordon que nous avons gardé avec l'Afrique.
Et dans le cas de la diaspora, ou de ce que j'appelle moi la famille africaine mondiale, ce cordon, je pense qu'il est de plus en plus d'actualité, parce que nous sommes au cœur de l'actualité. Et d'ailleurs, je l'évoque à la fin de l'ouvrage, lorsque j'explique très clairement qu'il y a eu un rapport du ministère de la Défense français, publié en 2012, qui rappelait que le panafricanisme est une menace pour les intérêts de la France. Donc c'est assez paradoxal l'idée de penser que l'idée que des Africains s'unissent puisse être considérée comme une menace. Alors qu'en fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a des formes de division qui sont créées sur le continent africain et dans la diaspora, et qu'il est évident que pour surmonter justement les nombreux écueils qui nous touchent, il est important de s'unir, de mutualiser les ressources, non pas nécessairement dans une forme de romantisme, parce qu'on dit souvent que les panafricanistes sont des rêveurs, alors que c'est absolument faux. Les panafricanistes sont des personnes les plus lucides sur la réalité de la situation. Et si vous regardez l'histoire, d'ailleurs, vous verrez que la plupart des grands héros de l'histoire de l'Afrique et de la Caraïbe font partie de l'histoire du panafricanisme, et on ne peut les classer dans le rang des rêveurs. Ce sont bien au contraire des personnes lucides sur les rapports de force, sur les enjeux qui se posent au continent africain et à la diaspora, et le fait que le ministère de la Défense français souligne ce point montre bien que les panafricanistes ne sont pas du tout pris pour des rêveurs. Donc ça, c'est le premier point. Premier point qui nous amène en fait à la deuxième définition du panafricanisme, c'est-à-dire que le panafricanisme se définit comme un mouvement de libération, et un mouvement abolitionniste qui est né à la fin du XVIIIe siècle, qui nous ramène encore une fois à l'actualité, puisque ce n'est pas Victor Schœlcher et quelques abolitionnistes qui ont aboli l'esclavage, ce sont les résistances, ce sont les luttes multiséculaires des peuples africains. Ce sont également les résistances sur le continent même qui ont mis un terme à ces formes de pratiques qui se sont certes perpétuées de manière différente, mais il est important de le rappeler, le panafricanisme est un mouvement de libération culturelle et politique. Alors, dans la dimension culturelle, on arrive à l'étymologie du terme, pan-africanisme. Dans l'idée de pan, c'est l'idée de globalité, et le concept d'africanisme, avant d'être galvaudé par la science coloniale française, les africanismes désignent les survivances culturelles africaines dans les Amériques, en tout cas en dehors du continent africain. Donc tout ce qui est la gastronomie, tout ce qui est la musique, tout ce qui est la spiritualité, etc., ce sont des africanismes. Et le pan-africanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines dans les Amériques. Donc le mouvement de libération s'est construit sur des formes de résistance culturelle. Et dans la culture, il y a bien évidemment le mode d'organisation politique, le mode de formation sociale, les rapports économiques, les interactions qui ont été recréés par les Africains déportés dans les Amériques et qui a donné lieu donc au Quilombo, au Palenquès, au camp de Nègres-Marrons, etc., qui ont lutté justement contre l'esclavage pendant un certain nombre de siècles. Donc, pan-africanisme, il y a cette dimension qui est très importante. Ensuite, sur l'aspect politique, là aussi c'est assez intéressant parce que je rappelle dans l'ouvrage que l'un des grands tournants dans la lutte abolitionniste, qui est une lutte panafricaine, c'est le procès de Somerset, donc un esclave de la Barbade que son maître amène en Angleterre. Et parce que la loi ne dit pas que l'esclavage existe en Angleterre, il pense devenir libre. Il est persuadé de devenir libre. Et donc il va intenter un procès à son maître qui veut le ramener à la Barbade, et il va gagner, enfin à la Virginie à l'époque, et il va gagner ce procès. Alors qu'est-ce que cela montre ? Eh bien cela montre aussi que cette idée du panafricanisme s'appuie sur le droit. C'est-à-dire que lorsque le droit nous permet de faire des choses, nous prenons le droit. Néanmoins, le droit est lié au rapport de force. Et quelques temps après cette affaire Somerset, il va se passer une deuxième chose, qui est la Révolution française, l'abolition des privilèges, la révolte de Saint-Domingue, etc. Et la révolte de Saint-Domingue va nous montrer que lorsque le droit ne suffit pas, eh bien, il faut arracher la liberté par la force. Ce sera tout l'épisode de Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, l'indépendance de Haïti, Première République noire. Donc ces deux éléments, le droit et la force, à l'intérieur du panafricanisme en tant que mouvement politique, font que le panafricanisme correspond en fait à la perception de l'histoire des relations internationales vues du point de vue des Africains.
Et par conséquent, l'histoire contemporaine de l'Afrique, elle ne commence pas en 1960 avec les indépendances africaines, elle ne commence pas en 1885 avec la conférence de Berlin. Cette histoire contemporaine, elle commence au moment, grosso modo, de la révolution haïtienne, c'est-à-dire 1791. Et lorsque l'on conçoit cela, eh bien, on constate que cela est très important parce que ça change la perception des choses. Cela donne de la longue durée à l'histoire de l'Afrique et cela montre que le panafricanisme est une idéologie et un mouvement politique aussi ancien que le libéralisme, aussi ancien que le socialisme. Et que par conséquent, il faut l'analyser sous cet angle-là. Ça, c'est très important. Donc il y a la question culturelle, c'est-à-dire l'identité. Je suis africain, tout simplement. Et la question, la question politique, je suis panafricaniste. Mais être panafricaniste n'est pas en soi une identité. Donc quelqu'un qui se dit panafricaniste ne se positionne pas sur le champ de l'identité, il se positionne sur le champ du positionnement politique. Je suis panafricaniste comme je suis socialiste. Après, je peux être blanc, noir, jaune, etc. C'est secondaire. La question de l'identité, elle est à part, parce qu'elle renvoie en fait à une diversité qui est celle de la migration, qui est celle des déportations, qui fait que dans ce champ, effectivement, du panafricanisme, on trouve des Africains, des Caribéens, des Afro-Caribéens, etc. On trouve une diversité, et le panafricanisme, le pan-africanisme, c'est le champ dans lequel cette diversité peut se retrouver, peut poser des questions par rapport aux défis qui se posent à son quotidien, et peut élaborer un certain nombre d'éléments stratégiques. Alors, c'est à partir de cette deuxième conception que va se mettre en place le troisième point sur lequel je voudrais m'attarder, qui est le panafricanisme en tant qu'impératif stratégique. Donc, le panafricanisme en tant qu'impératif stratégique, c'est ce qui apparaît principalement à partir des années 1880, lorsque le mouvement de colonisation de l'Afrique se met en place, mouvement colonial qui est en fait un mouvement impérialiste, c'est l'impérialisme économique qui se met en place. Les industries européennes ont besoin de s'approvisionner en matières premières à la source, au Congo, ailleurs, et ils ont besoin également de débouchés. Donc tout cela rentre dans un processus post-abolitionniste vis-à-vis de l'esclavage, et il s'agit maintenant de rendre finalement les Africains esclaves sur leur propre sol, c'est-à-dire les coloniser, les déposséder, reprendre leurs terres. Et ça aussi, ce rapport à la terre, il est extrêmement important dans l'idée de repatriation, dans l'idée de rapatriement. Et c'est ce rapport à la terre qui va fonder concrètement le début de l'histoire panafricaine en 1900. Que se passe-t-il à cette époque-là, entre 1885 et 1900? Il se passe plusieurs choses. En 1885, il y a un grand homme d'État haïtien qui s'appelle Joseph Anténor Firmin, qui écrit un essai sur l'égalité des races humaines, un essai d'anthropologie positive, où il remet en question toutes les théories raciales de Gobineau, où il revient en fait il montre quelle a été l'histoire de l'Afrique, donc il remonte aux civilisations négro-égyptiennes, bien avant Cheikh Anta Diop. Il parle de la Nubie, il parle de toutes les réalisations qui ont été faites par les peuples noirs. Il prédit même à cette époque-là, en 1885, qu'un jour, un homme d'origine africaine sera sans doute élu président des États-Unis parce que, à compétences égales, enfin à conditions égales, un noir peut faire aussi bien qu'un blanc, mieux, voire, enfin, en tout cas, la question de la couleur n'est pas un déterminant sur les capacités d'un homme à se réaliser. Donc, Anténor Firmin, 1885, Anténor Firmin, il est dans un cercle de personnes qu'on peut qualifier d'intellectuels, mais c'est un peu plus complexe. Et parmi ces intellectuels, il y en a un qui s'appelle Benito Sylvain, qui est également haïtien, qui en 1896 va apprendre la victoire de l'Éthiopie de Ménélique lors de la bataille d'Adwa, et qui va être fasciné par cette victoire éthiopienne. L'Éthiopie va rester le seul territoire non colonisé à cette époque-là. Il va se rendre en Éthiopie, il va rencontrer l'empereur Ménélique II, et à partir de là va germer cette idée d'organiser en 1900 à Londres une conférence panafricaine. La personne qui va concrètement l'organiser, c'est Henry Sylvester Williams, qui est un étudiant en droit. Il étudie le droit à Londres. Et fait assez intéressant, il est régulièrement sollicité par les chefs africains, ou les fils de chefs africains, qui protestent contre le vol des terres. On est à la fin du 19e siècle, on est dans la période de colonisation. Il y a de plus en plus de terres qui sont volées en Afrique aux Africains.
et certains chefs africains essayent d'intenter des procès. Donc là encore, l'idée de l'accaparement des terres, c'est quelque chose qui est très ancien, contre lequel le panafricanisme, dès l'origine, s'est soulevé. Et pour donc y remédier, Sylvester Williams, avec d'autres personnes, vont décider d'organiser cette conférence en 1900, la conférence panafricaine de Londres, qui va lancer sur le XXe siècle toute l'histoire du panafricanisme. C'est une histoire ensuite qui va se diviser en deux branches principales. Alors une branche qui sera plus intellectuelle, autour du militant noir américain William Du Bois, qui était le premier noir docteur en histoire de Harvard, et une autre figure plus populaire, Marcus Garvey, qui lui va créer l'Universal Negro Improvement Association. Donc ce sont deux visions plus ou moins concurrentes, plus ou moins rivales, qui vont évoluer tout au long des années 1910-1920, et qui, à partir de 1945, vont être synthétisées par Kwame Nkrumah. Lors du congrès panafricain de Manchester, on va faire la fusion entre la dimension intellectuelle et la dimension populaire, et on va faire cette fusion grâce en fait à l'impact de toute la diaspora africaine et caribéenne qui était à cette époque-là basée à Londres. Alors il y a d'autres branches minoritaires qui vont participer en fait à cette fusion. Ce sont des Égyptiens, des Soudanais, également des Indiens et des Sri Lankais, enfin ce qui correspond aujourd'hui aux Sri Lankais, qui participeront à cette conférence, à ce congrès de Manchester en 1945. Tant et si bien que ce congrès, ce sera aussi un peu un prélude à la conférence de Bandung qui aura lieu 10 ans plus tard. Donc là encore, le panafricanisme est à l'origine, a essaimé, il a inspiré d'autres formes d'unité que l'on peut voir dans le monde. Il a par exemple inspiré le bolivarisme que l'on voit aujourd'hui en Amérique du Sud. Un certain nombre de gauches sud-américaines se revendiquent du bolivarisme, notamment au Venezuela, un petit peu en Équateur et même en Bolivie. Et du coup, cette idéologie panafricaine, elle est protéiforme et en fait, elle épouse les différents combats qui se posent aux différents peuples africains. Le combat qui va se poser à partir de 1945 sera celui, bien évidemment, des indépendances, mais également de l'éducation. Donc, comment former les Africains aux défis qui se posent au monde post-Seconde Guerre mondiale, comment mettre en place des formes d'État qui soient suffisamment fortes pour permettre à des peuples qui avaient été divisés par des partages coloniaux de se retrouver. Et ça va être la grande interrogation de Kwame Nkrumah. Et donc, dans les années 50, en même temps qu'il va se battre pour l'indépendance du Ghana, il va comprendre que l'indépendance d'un État comme le Ghana n'a aucun sens si elle n'est pas liée à la libération de l'ensemble du continent africain. Et c'est ainsi qu'il va commencer à élaborer ce concept des États-Unis d'Afrique, qui n'est pas du tout un concept romantique. Le panafricanisme, les États-Unis d'Afrique, c'est pas du tout du romantisme, c'est pas du tout du rêve, c'est de la stratégie. C'est l'idée que pour que l'Afrique puisse se défendre, il est important qu'il y ait la mise en place d'un gouvernement continental ou suffisamment large ou fédéral qui gère tout simplement les questions de souveraineté, que sont la monnaie, la défense, la diplomatie, l'industrie et le développement ou même la culture. Donc ça, c'est un projet vraiment de gouvernement politique qui ne s'intéresse pas de savoir si les Camerounais doivent se marier avec des Guinéens, etc. C'est pas ça le panafricanisme. C'est une forme de panafricanisme qu'on peut vivre de manière personnelle, mais en tant qu'impératif stratégique, ce n'est pas dire ou obliger les uns et les autres à se marier, à s'aimer, tout ça. C'est plus compliqué. Et ça aussi, c'est très important parce que très souvent, on oppose au projet panafricaniste l'idée que les Africains ne s'aiment pas ou ne s'entendent pas. Là, il s'agit en fait de réfléchir de manière rationnelle à quels sont les moyens par lesquels nous allons défendre notre intérêt commun. Donc définir nos intérêts communs entre nous, comprendre qu'il est nécessaire de passer de cette idée de mouvement de libération à un mouvement, à un champ de liberté. C'est-à-dire que lorsque vous vous battez pour la libération, si dans le combat pour gagner votre libération, vous n'arrivez pas à définir le champ de la liberté, une fois que vous aurez eu la libération, vous retomberez dans une autre forme d'esclavage. Et ça aussi, c'est très important. Il faut définir quels sont les champs de la liberté. Et ça, c'était le grand débat qui était interne au panafricanisme. Jusqu'à où sommes-nous libres et jusqu'à quel point devons-nous, au contraire, renoncer à nos formes de souveraineté qui sont fantoches, qui sont factices,
pour mettre en commun des éléments qui nous permettront d'avoir réellement un champ de liberté. C'est ce que Kwame Nkrumah essayait d'expliquer, c'est ce que Cheikh Anta Diop aussi essayait de démontrer, et c'est ce que malheureusement la majorité des dirigeants africains au tournant des années 60 ont refusé de comprendre parce qu'ils étaient liés à des intérêts beaucoup plus importants, des intérêts liés, des intérêts construits par la balkanisation du continent africain, qui fait qu'on a créé des frontières qui aujourd'hui correspondent à des frontières belgo-portugaises entre la RDC et l'Angola, des frontières franco-britanniques entre le Bénin et le Nigeria, ou même des frontières franco-françaises africaines. La frontière entre le Sénégal et le Mali, bon, c'est une frontière qui est interne à un ancien empire colonial. Donc l'histoire de la fédération du Mali, son échec, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et on sait aujourd'hui que le continent africain, pour affronter un certain nombre de difficultés, doit nécessairement aller vers des ensembles beaucoup plus larges et beaucoup plus fédératifs, en tout cas englobants. Donc, autour des années 60, 70, 80, 90, ces questions vont se poser. On va arriver au début des années 90 avec les mini-révolutions, la démocratie, la bonne gouvernance, la mise en place des politiques d'ajustement structurel, qui vont là aussi aller dans le sens d'une renaissance de l'Afrique, hein, avec la chute du régime de l'apartheid, donc avec la fin de toutes les formes de colonisation sur le continent africain, même s'il reste encore des enclaves et des questions sensibles comme le Sahara occidental. Néanmoins, à partir du milieu des années 90, revient en force ce concept de renaissance africaine qui va être porté notamment par l'Afrique du Sud, de Nelson Mandela et de Thabo Mbeki, et par quelques autres dirigeants africains. Là encore, le panafricanisme, en fait, il faut le concevoir comme un champ à l'intérieur duquel on peut discuter de nos divergences idéologiques. Il y a très clairement un panafricanisme de droite et un panafricanisme de gauche. Ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle du continent, l'application de politiques néolibérales, ultralibérales à l'échelle du continent africain, pour beaucoup, c'est perçu comme du panafricanisme. C'est-à-dire que si le capitalisme est partout, règne partout en maître, si l'ultralibéralisme est partout sur le continent africain, eh bien finalement c'est ça le panafricanisme. C'est l'ouverture des marchés, c'est la capacité en fait à connecter le continent dans des intérêts qui ne sont pas ceux des populations africaines, mais en tout cas à intégrer le continent dans la mondialisation. Et puis derrière, il y a effectivement un panafricanisme de gauche qui ne correspond pas au clivage droite-gauche tel qu'on les connaît en France, mais qui est beaucoup plus dans un recentrement sur les questions de développement endogène, sur les questions d'éducation, sur les questions de popularisation, et je pense aussi sur les questions de spiritualité et de culture. Dans ce panafricanisme plus de gauche ou plus endogène, eh bien, il y a une multitude de mouvements, effectivement, qui débattent, qui essaient de trouver des pistes de solutions, qui essaient de s'organiser, hein, face à, en face, donc, un panafricanisme étatique représenté par l'Union africaine, qui dispose de moyens conséquents, mais qui ne sont pas mis au service justement de ce projet panafricaniste. Donc il y a un rapport de force aujourd'hui qui est réel. Et dans ce rapport de force, il y a des ouvertures qu'il faut saisir, des cadeaux qui ont été faits d'une certaine manière, qu'il faut saisir et qu'il faut se réapproprier. Parmi ces cadeaux, il y en a un qui, me semble-t-il, est éminemment important. L'Union africaine, qui est effectivement financée très largement par des bailleurs de fonds étrangers, dont le siège est à Addis Abeba, construit par les Chinois, a décidé, donc, il y a quelques années, de décréter que la 6e région devait être la diaspora. Alors c'est une déclaration, une très belle déclaration qui nous concerne tous, à partir du moment où nous faisons partie de cette diaspora. Néanmoins, il n'y a pas eu de capacité à réellement donner du contenu et de la substance à cette déclaration. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui, je pense, doit nous amener dans la diaspora à repenser à la fois notre rapport à l'Afrique, à privilégier, je pense, ce que j'appellerais la relation diasporique, c'est-à-dire comprendre qu'il est important que nous ayons un maximum d'échanges interdiasporiques, des échanges d'expériences,
J'étais, par exemple, il y a 2 semaines à Bruxelles. À Bruxelles, il y a énormément de choses qui se font en Belgique au sein de la communauté africaine, au-delà de la communauté congolaise. Il y a 3-4 semaines, pareil, j'étais en Guadeloupe. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe. Et ce sont parfois des Africains de nationalité africaine qui sont là-bas. Donc, il y a aussi toutes ces identités qui circulent, qui se posent des questions. Et je pense très concrètement que le panafricanisme peut être très certainement l'enveloppe à l'intérieur de laquelle on peut réfléchir sur l'actualité, on peut construire un paradigme qui soit en mesure de répondre à des formes de violence qui nous sont faites chaque jour, que cela soit par les médias, par des politiques consciemment ou inconsciemment, ou aussi également par nous-mêmes. J'ai été régulièrement interpellé sur ce qui se passe par exemple en Afrique du Sud, la manière dont les migrants sont traités, la manière dont nous nous traitons parfois nous-mêmes, qui est aussi un point sur lequel je pense qu'il est important de revenir. Et selon moi, le point de départ pour régler ces problèmes, ça doit être l'histoire, la connaissance, la production de savoir. Et quand je parle d'histoire, je ne parle pas que d'histoire intellectuelle. C'est-à-dire que nous devons comprendre que tout intellectuel n'est pas panafricaniste, mais tout panafricaniste est intellectuel. À partir du moment où vous arrivez à vous concevoir comme un panafricaniste, vous êtes de fait un intellectuel parce que vous êtes capable de vous intéresser à ce qui est en dehors de votre champ, on va dire, de circonscription. À partir du moment où vous êtes un Martiniquais, ou un Congolais, ou un Camerounais, et que vous arrivez à vous intéresser de manière fine et pointue à ce qui se passe, je ne sais pas, en Angola, ou à ce qui arrive aux Africains qui sont en Afrique du Nord, etc. À partir du moment où vous êtes capable de sortir du cercle dans lequel on veut vous circonscrire, vous êtes un intellectuel. Et ça, c'est précisément la définition du panafricanisme, c'est d'arriver à s'intéresser à la globalité et à la spécificité de chaque Africain sur cette planète. D'autre part, dans le champ épistémologique, le panafricanisme en tant que système, c'est un système, il faut bien le comprendre. C'est un système qui s'oppose à un autre système qui est, de manière grossière, l'impérialisme. Et vu que l'impérialisme n'a pas de frontières, l'impérialisme n'a pas de nation, il est tout à fait normal et logique que le panafricanisme n'ait pas nécessairement de frontières ou de nation. Donc il n'y a aucune honte à être un panafricaniste en France, aux États-Unis, etc. Ceux qui disent « Ah, vous n'êtes pas sur le continent, etc. », ils n'ont absolument rien compris. Parce que nous sommes dans un système et il est important d'être partout, parce que ceux qui, on va dire, pas nous combattent, mais en tout cas profitent de notre ignorance ou de nos divisions, sont partout. Et ils sont aussi dans le champ épistémologique, dans le champ de la science, dans le champ du savoir. Et par conséquent, lorsqu'on traite de l'histoire du panafricanisme, ce n'est pas que de l'histoire. Il nous faut des économistes, il nous faut des juristes, il nous faut des gastronomes, il nous faut toutes les professions possibles. Et ça aussi, c'est très important. C'est aussi la définition de l'intellectuel, c'est d'être capable de sortir de son champ d'expertise et de prendre dans d'autres domaines d'expertise ce qui peut compléter son positionnement, ce qui peut lui apporter une plus-value. Nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de partager des plus-values, nous avons besoin, je pense, d'échanger des expériences, de construire des réseaux, de construire des plateformes. Et c'est nécessairement dans le champ du panafricanisme que cette plateforme s'inscrive, même si elles ne se définissent pas officiellement comme panafricaines ou panafricanistes, elles le sont de facto. Donc ça, ce sont, je pense, quelques remarques que je voulais faire avant donc, de poursuivre. Alors, je vais peut-être poser une question et on va faire un petit tour de table avant de passer aux deux autres intervenants.